Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Aujourd'hui, l'épisode que vous allez entendre n'est pas celui qui était prévu. L'enregistrement initial de Flamme était malheureusement inutilisable et nous n'avions pas la possibilité de réenregistrer à nouveau toutes les deux. Flamme a donc choisi d'enregistrer son témoignage chez elle pour qu'il paraisse quand même sur Après le vide. Dans cet épisode, elle partage avec nous le parcours d'une femme noire, queer, confrontée à de multiples formes de violence depuis son enfance. Violence familiale, sexuelle, psychologique, racisme, sexisme, précarité et le rejet de sa famille lié à sa bisexualité. Elle revient sur l'inceste qu'elle a subi dans son enfance. Ses souvenirs sont flous, marqués par l'amnésie traumatique, phénomène courant, comme vous le savez, après un traumatisme, et qui peut donner l'impression que certains détails sont absents ou brouillés. Mais ces souvenirs flous ne signifient pas que ce qu'elle a vécu n'a pas eu lieu. Au contraire, il est même essentiel de reconnaître cette réalité sans la minimiser, même si le doute ou la confusion sont des réactions normales. Flamme raconte ensuite un viol commis par un homme de plus de 50 ans, rencontré via une plateforme de Sugar Baby. À 20 ans, polytraumatisée et précaire, elle pensait pouvoir garder une forme de contrôle. Mais face à un homme beaucoup plus âgé, doté de l'argent, de l'expérience, et surtout d'un rapport de domination, de pouvoir et de contrôle évident, elle n'avait en réalité aucune protection. Elle explique aussi comment l'influence du porno et son vécu l'ont amenée à penser que le sexe douloureux était normal, et à nier ses sensations, alors qu'elle était en fait en train de subir un viol. C'est après toutes ces expériences que Flamme plonge dans une période de dépression profonde, d'isolement et de troubles du comportement alimentaire. Tous ces éléments sont les conséquences directes de toutes les violences qu'elle a subies et de la manière dont son corps et son esprit ont réagi face aux nombreux traumatismes. Ils influencent donc sa perception de son corps, de ses limites et de ce qu'elle pouvait ou devait accepter, selon elle. Elle aborde enfin le sentiment d'illégitimité, la culpabilité et le doute. Des réactions typiques chez une personne qui a grandi dans la violence, le manque de soutien et l'instabilité. Je vous laisse donc avec son témoignage. Bonne écoute. Bonjour, moi c'est Flamme, j'ai 27 ans, je suis d'origine ivoirienne, je suis arrivée en France à mes 2 ans et enfin voilà, aujourd'hui c'est important pour moi de témoigner parce que je me rends compte que ce qui s'est passé pour ce viol-là en particulier mérite d'être entendu. Et peut-être que ça évitera à d'autres personnes de faire les mêmes erreurs que moi. Ou de savoir, peut-être de prendre conscience des conséquences que ça peut avoir. Mais je sais que quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Et peut-être que quand j'en parlerai, ce sera plus clair que là maintenant. Mais je veux témoigner aussi pour éviter que ça... Ou que si il continue à faire ça à d'autres personnes, qu'elles sachent qu'elles ne seront pas toutes seules. Et que peut-être que je sais pas, en fait je sais pas vraiment pourquoi je témoigne. Je me dis c'est pour aider d'autres personnes, mais à vrai dire je ne sais pas, je pense qu'il y a un besoin en moi d'en parler, histoire de me dire que j'ai fait mon travail en partageant cette histoire et en disant les conséquences que ça a eu sur moi et en espérant que ça n'arrive pas à d'autres personnes en fait. Je pense que c'est plus ça qui se passe. Alors, ce qui m'est arrivé, il faut que je remonte à mon enfance. Il est très probable que j'ai vécu des violences
enfin que j'ai vécu un viol quand j'étais petite ou plusieurs, je ne sais pas, parce que j'en ai tous les symptômes, mais je n'ai aucun souvenir. C'est totalement flou. Mon enfance est très floue. C'est juste que j'ai un sentiment de solitude quand j'y pense, de tristesse énorme, et que quand j'avais entre 4 ans et 5 ans, j'ai pris plus de 10 kilos en espace de 2 mois. Ce qui signifie quand même qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Mais mes parents, enfin ma mère en tout cas, à cette période-là, était encore en train de se chercher. On était arrivé en France depuis, parce qu'on arrive en France quand j'avais 2 ans, donc depuis 3 ans, voilà, mais c'était encore un peu la galère. Et, euh, et comme tout parent d'immigré, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a écouté les médecins qui lui ont dit que c'était pas grave parce que au moins je mangeais, ce qui n'était pas le cas avant, je mangeais pas. Donc voilà, je me suis mise à manger d'un seul coup, à engloutir tout ce que je pouvais trouver. Donc je pense, on soupçonne fortement avec mes psys moi parce que des fois j'ai des sortes de rêves qui m'ont l'air vrais de peut-être quelque chose qui s'est passé. Mais j'ai tendance à me dire que non, c'est pas arrivé parce que j'ai trop peur des conséquences que ça pourrait avoir sur ma famille. Et de me tromper et de me dire, imaginons que c'est pas vraiment cette personne et que je mente et que j'invente totalement un scénario et j'ai pas envie de détruire ma famille en fait. Donc je préfère me dire que pour l'instant j'essaie de mettre ça un peu sur le côté. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler, témoigner aujourd'hui. Euh, c'est euh, c'est d'un viol qu'il y a eu beaucoup plus tard euh, qui, qui m'est arrivé parce que en fait, j'ai vécu plusieurs agressions sexuelles et plusieurs viols dans le cours de ma vie. J'ai 27 ans, mais j'en ai vécu plusieurs, plus de 5. Je veux dire plus de 5 avec plus de 5 personnes en fait, c'est arrivé. Euh, et en fait, sur le moment, je réalise toujours après coup, voire des années après. Il y a des témoignages d'autres personnes, notamment de personnes d'après le vide, des témoignages, j'ai compris, ah oui, ça aussi, ça m'est arrivé. Ah, ok, ça veut dire ça. Ou ça a été via des livres, via ouais, des podcasts, enfin, ça arrive toujours après coup, ou via mon écriture. À un moment donné, quand j'allais bien, j'avais écrit sur toutes les relations sexuelles qui avaient été dures pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vécu plusieurs viols de différentes personnes. Et, euh, et c'est difficile de se construire comme ça, mais pour moi, ça a été le cas en fait. Et en fait, ce qui m'est arrivé, notamment celui dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est avec un prof. C'était un prof, pas de mon université à l'époque. J'avais 20 ans à l'époque, lui il en avait plus de 50. C'était un prof sur Lyon, moi j'étais sur Grenoble, on s'est connus à Grenoble. Et en fait, c'était dans une phase de ma vie où j'avais envie de me découvrir sexuellement. J'ai eu mon premier copain à 18 ans. Euh, et je n'avais pas eu de relation avant. Je suis une fille assez grosse, corpulente, grande. Et en fait, je pense que j'attirais pas les hommes. Et en fait, quand j'ai eu ma première relation, j'étais contente. Mais malgré tout, je pense que je m'attendais pas à grand-chose de ma vie sentimentale. Je me disais, ben, je prends ce qui passe en fait. Et de toute façon, une fille, façon sexuellement, on peut pas s'épanouir. C'est ce que je pensais à l'époque. Je pensais qu'en étant une femme, on ne pouvait pas prendre du plaisir sexuellement parce que en fait, ça avait été tellement douloureux ma première fois que je m'attendais à ce que ce soit toujours vécu dans la souffrance, le sexe. C'est triste à dire, mais c'est ce que je pensais. Et que c'était ok, que c'était les femmes, elles devaient endurer ça parce que en fait, le plaisir de l'homme passait avant tout. Mais en fait, je m'étais totalement gourée, mais bon, ça, je l'ai compris bien plus tard. Mais donc, cet homme que je vais appeler ici D. D était ouais, un homme de plus de 50 ans. Il avait divorcé, il avait des enfants qui avaient à peu près mon âge. Et c'est un prof dans une université. Je pense que je vais pas donner plus de détails parce que j'ai peur en fait des conséquences. Je sais pas si ça peut. Enfin voilà, j'ai pas envie de me mettre en danger encore plus.
Voilà, si déjà je peux dire ça, voilà. Et en fait, cet homme, je l'ai rencontré sur une appli de rencontre de Sugar Baby. Parce que à cette époque-là, je voulais explorer ma sexualité et je croyais qu'en le faisant, il fallait que je sois rémunérée. Parce qu'en fait, pour moi, dans ma tête, à ce moment-là, je m'étais dit, bon, vu que j'apprécie pas le sexe, si au moins je suis payée pour le faire, c'est déjà ça, quoi. Et donc, oui, je pensais vraiment très bizarrement, mais ça depuis très très longtemps. Et j'ai toujours considéré les prostituées comme des femmes avant-gardistes et super fortes et super badass parce elles prenaient leur revanche sur les hommes, au moins au niveau financier, ce qui avait toujours été un peu notre problème en tant que femme, puisqu'on a beaucoup manqué d'argent à plusieurs époques de nos vies et dans l'histoire et tout ça. Et je me suis dit, c'est les seules femmes que les hommes redoutent parce que au moins à leur prendre l'argent, en fait, elles prennent autant qu'elles donnent. Et je voulais faire partie de ce clan-là, et en fait, mais je me suis totalement gourée, et en fait, je croyais que ça allait m'apporter de la puissance, de prendre de l'argent d'un homme, et en fait, finalement, j'ai pas eu tant d'argent que ça, en plus, et ça ne m'a pas apporté de la puissance, au contraire, ça a été plus douloureux qu'autre chose, notamment lorsqu'il est arrivé une fois où en fait il m'a pénétré par les fesses d'un seul coup sans prévenir et ça m'a fait ultra mal et il a continué et en fait moi je suis comme sortie de mon corps mais il me voyait pas, j'étais à quatre pattes, lui il était derrière moi et il me voyait pas mais et c'est enfin mon corps quand même a tremblé. Je crois que ça a été l'une des douleurs les plus. Ça m'a beaucoup marqué en tout cas, même maintenant. Et je sais que mes yeux se sont. C'est comme si mes yeux sortaient de leurs orbites. Enfin, c'était très douloureux. Et en fait, mon esprit est parti. Mais j'ai fait comme si de rien. Et j'ai continué en fait à faire genre que je prenais du plaisir et que c'était ok. Alors que j'avais ultra mal en fait. Et je me suis pas du tout écoutée. J'ai fait comme si de rien parce que je me suis dit, ben, en fait, tu lui dois ça, tu dois faire la prestation de la fille qui adore ça, et c'est comme ça que le sexe doit se passer, ça doit être rude, c'est comme ça qu'est le vrai sexe des adultes, et, et tu vas t'y faire, et c'est ok, c'est normal, et prends-y du plaisir, c'est comme ça qu'on voit ça dans les pornos, et en fait, alors que non, en fait, c'était pas du tout ça dont j'avais besoin. Donc c'est ça qui s'est passé. Et en fait, sur le coup, enfin, je voyais bien que ça n'allait pas, mais j'ai fait comme si de rien n'était, comme je l'ai dit. Et en fait, quelques temps plus tard aussi, on s'est revus. Et en fait, lui, c'est peut-être à ce moment-là où j'ai compris que quelque chose. Enfin, j'ai vraiment accepté l'idée qu'il fallait que ça s'arrête. C'est quand, une fois, en fait, il a voulu qu'on couche dans la chambre d'un de ses enfants. Et en fait, dans cette chambre-là, il y avait des miroirs au plafond. Et il était sur moi, je le voyais remuer, se donner à fond, suer. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Mon corps, j'étais totalement en dehors de mon corps. Et je me voyais à l'extérieur, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet homme vieux remue sur moi? Et, et j'ai mal, et j'ai pas envie d'être là. Et je me dégoûtais en fait. Et donc, cette fois-ci, j'ai eu le courage de dire stop. Après un bon moment quand même à hésiter. Et il a un peu insisté, après il a compris, et il a arrêté. J'ai vite pris une douche et je me sentais salie, sale. Et, euh, et depuis, ouais, c'est. Et après ça, en fait, j'avais déjà des symptômes dépressifs, mais ça s'est accentué lors de cette rencontre avec cet homme-là. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais en études
je faisais des études de psychologie. Et en fait, les études, j'ai totalement décroché en fait. J'étais totalement ailleurs. euh, J'avais du mal à aller en cours. J'ai commencé à m'isoler de plus en plus. Déjà que j'avais pas beaucoup d'amis là-bas parce qu'on était une promo de 800. Et c'était la première année et c'était énorme et je connaissais personne. Et les quelques amis que j'avais, c'était des amis de cours en fait. Et j'avais pas d'amis pour sortir. Et même en fait, c'était pas une ville qui m'attire, enfin, où je me plaisais forcément. Euh, J'avais une petite bourse et je voulais pas dépendre de mes parents. C'est pour ça que j'avais aussi fait ce choix-là de me diriger vers cet homme-là et sur ce site-là. Parce que je voulais prendre mon indépendance, faire ma meuf puissante et tout, mais en fait, pas du tout. Euh, Ça m'a plus détruit qu'autre chose. Et en fait, c'est là, à ce moment-là, où j'étais dans ma chambre étudiante c'était quoi, 24 mètres carrés, à peu près, où vraiment une pièce salon, quoi, c'est tout, avec un balcon. Et, euh, et en fait, je me suis totalement repliée sur moi-même, encore plus qu'avant. Et c'est là qu'a commencé la vraie dépression, comme je le dis. C'est-à-dire que j'avais du mal à prendre ma douche, beaucoup de sueur nocturne, de tachycardie, de pleurs, on ne sait pas pourquoi, d'insomnie aussi, et des moments aussi où je dormais vraiment toute la journée. En fait, j'avais juste envie de m'échapper, de partir. Je pensais qu'à ça. J'écoutais beaucoup de trucs sur le développement personnel. Euh, En fait, c'est ce qui me maintenait un peu hors sol, enfin, qui me faisait tenir. Je me disais qu'il y avait des meilleures choses qui allaient m'arriver. Mais je faisais rien en fait, j'arrivais à rien faire. J'étais totalement isolée, seule, et je voulais pas d'aide, et j'arrivais pas à demander de l'aide à ma famille. Euh, j'ai commencé à manger du papier aussi à cette période-là. Euh, Après, j'ai compris que ça aussi, c'était parce que je manquais de fer, en fait. Mais je me nourrissais très mal. Et je mangeais beaucoup gras. Et surtout, je commandais beaucoup sur Uber Eats. C'est là que ça a commencé, le fait que je mange beaucoup. Je commande souvent sur Uber Eats. C'est à partir de ce moment-là. J'avais besoin de compenser tout ça par la nourriture. Et c'est toujours le cas maintenant. Sauf que maintenant, j'ai développé un diabète de type 2. Donc c'est un peu plus compliqué, mais à gérer, mais il va bien falloir que je m'y habitue à ça et que je prenne soin de moi, ce qui est très difficile parce que pendant des années, en fait, je me suis totalement négligée. Et, et maintenant, euh, il s'avère que je sais que j'ai souffert, en fait, que j'ai un stress, un trouble de stress post-traumatique avec une dépression, une anxio-dépression. Euh, qui, euh, qui s'est accentué à ce moment-là et dont j'avais pas conscience et qui a eu d'énormes conséquences sur ma vie et qui en a encore maintenant. Comme j'ai dit, j'ai commencé à manger du papier, j'ai commencé à beaucoup souffrir et à me négliger beaucoup, à négliger ma toilette, à négliger corporellement, à prendre beaucoup de poids, en fait, encore plus qu'avant. Et avec la famille, c'était très compliqué parce que j'arrivais pas à le dire à ma famille, j'étais honteuse. Et j'ai dit à ma mère et tout ce qui était arrivé bien plus tard. Mais maintenant, ça va se compliquer d'en parler pour moi avec elle, parce que je sais, leur réaction n'est pas forcément celle que j'attendais. En fait, si au début ça a été, m'a pris dans ses bras, elle a pleuré, elle s'est excusée, elle a dit je savais pas que t'étais en souffrance comme ça. Je vais pas raconter ce qui s'était passé avec ce monsieur-là parce que j'ai trop honte en fait. Je m'en veux vraiment beaucoup parce que je me dis que c'est de ma faute. C'est moi qui ai été sur ce site. C'est moi qui ai cherché à me faire du mal. C'est moi qui ai essayé de... Parce que je pensais que j'allais être puissante et forte et super badass. Et c'est moi qui ai cherché tous ces trucs. Et du coup, j'ai du mal à me dire victime sur ce viol-là, en tout cas. Parce que
En tout cas, si je suis une victime, je suis vraiment la pire des victimes possibles. Parce que, je l'ai un peu cherché, quoi. Et, même avec les psys que j'ai vus par la suite, bien des années plus tard, et ça a toujours été compliqué et je leur ai pas tous expliqué ce qui s'était passé avec cet homme-là. Parce que, ouais, je m'en veux toujours et je me dis que ça aurait pu être évité. Et, et que j'ai foncé tête baissée parce que j'avais des croyances totalement au perché, totalement étranges, qui m'ont amené à ça, et que je peux m'en vouloir qu'à moi-même en fait. Donc, mais je vous raconte ça parce que je me dis que aujourd'hui déjà ça va un peu mieux. J'ai vécu un tout dernier viol. J'espère vraiment que c'est le dernier. C'est très bizarre à dire comme ça. On dirait que je les collectionne, mais pas du tout. C'est pas du tout une fierté ni quoi que ce soit, mais j'en ai vécu plusieurs en fait. Du coup, je sais pas, j'ai un certain détachement au niveau de ça. C'est un peu bizarre, c'est comme si c'était devenu ma norme en fait. Et du coup, désolée si je trigger certaines personnes avec ça, je suis sincèrement désolée. C'est pas fait exprès, c'est vraiment juste que c'est ma manière d'exprimer ça. Et, et aujourd'hui, ben, je suis sous antidépresseur depuis 2 ans. Ça a eu des conséquences énormes en fait, ces viols par la suite, parce que ça n'a pas été le dernier. Cet homme n'a pas été le dernier, J n'a pas été le dernier. Et donc j'en ai eu d'autres par la suite. Et, et ça a créé tout ce que je vous ai dit, la tachycardie, les sueurs nocturnes, l'insomnie, qui est toujours là actuellement aussi, qui est très compliqué au niveau du sommeil avec moi. J'ai vraiment du mal à dormir, ou des fois je dors trop en fait. C'est très très compliqué. Du coup, je ne travaille pas. Et ça a eu des conséquences sur mes derniers emplois. Il y a un emploi que j'aimais beaucoup, mais j'étais tout le temps malade. Et, et ouais, j'ai été tout le temps malade. Il y avait des moments où je n'arrivais pas à bouger du lit, où je pleurais, où je vomissais, où j'avais des sueurs nocturnes, où j'arrivais pas à dormir de toute la nuit. Et du coup, j'étais pas du tout en forme. C'était très dur à vivre et en fait, où je pleurais même au travail en fait. Et, ça a été vraiment compliqué cette période-là, sachant que j'aimais beaucoup cet emploi-là. Et en fait, après, du coup, mon contrat ne s'est pas renouvelé. J'ai eu du mal à m'en remettre, mais je m'en suis remise. Enfin, non, je sais pas si vraiment je m'en suis remise maintenant. J'ai eu un autre emploi par la suite où j'ai travaillé dans une radio associative où c'était top. Mais à la fin, j'étais vraiment. Je faisais beaucoup de choses, j'avais des problèmes financiers parce que ça payait pas, j'étais en service civique quoi. Et j'avais un loyer à payer, les charges, et j'arrivais pas à m'en sortir quoi avec ces quelques euros. Et plus ça, plus le fait que j'avais des flashbacks, les insomnies qui revenaient, j'avais une tête de mort vivante en fait, vraiment j'étais pas bien du tout. Donc ça aussi, j'ai dû l'arrêter un peu plus tôt, ce contrat-là. Il y avait quoi d'autre? À un moment donné, je suis partie aussi en Allemagne pendant 1 an, c'était trop bien. J'ai réussi à m'échapper, en fait c'était 1 an après ce qui s'était passé avec cet homme-là. Et ça a été vraiment une expérience enrichissante, ça m'a permis d'aller mieux et de surtout me recréer une nouvelle identité en dehors de la flamme qui a vécu ces violences-là. Mais quand je suis revenue ici, tout s'est un peu réactivé, quoi. Donc c'était compliqué, mais j'ai tenu bon. Et en plus, il y avait le Covid et c'était un peu compliqué toute cette période-là, mais bon, c'est du passé. Et aujourd'hui, je sais pas vraiment si je peux dire que je vais mieux ou pas. Je sais juste que j'essaie de m'en sortir et que je suis suivie maintenant, ce qui n'était pas le cas à l'époque où j'ai vécu tout ça.
que les suivis sont... Maintenant, je veux dire, à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'ai un psychiatre et une psychologue. Et la psychologue est ultra bien. Et en plus, c'est une personne racisée comme moi, ce qui m'aide beaucoup parce que il y a certains trucs qui sont liés à ma famille ou culturels que, que j'ai eu du mal à exprimer avec des personnes blanches, en tout cas des psys blancs qui ne comprenaient pas du tout mes problématiques, notamment le fait d'en parler à la famille, de ce genre de choses, de leurs réactions, il y avait beaucoup de jugements, ou des fois ils ne comprenaient pas comment je pouvais fonctionner, ou pourquoi j'avais... Enfin, pourquoi je parlais de racisme souvent aussi, parce que en fait pour moi tout est lié à ça aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. En tant que femme noire, je sais que j'ai aussi honte de parler de ce qui est arrivé, parce que je suis une femme noire. Parce que je me dis que j'ai été vue comme un objet pour un homme blanc, euh, pour des hommes blancs souvent, et que j'ai laissé faire. Donc c'est un peu comme si je trahissais aussi les miens, en plus de me trahir moi-même, et comme si j'étais sale en fait. Il y a vraiment cette notion ouais, de pas être, d'être sale, de m'être laissée totalement aller, et d'y être pour quelque chose et d'être totalement responsable de ça. Et c'est vraiment, je sais que c'est pas le mieux pour guérir de penser comme ça, hein, mais c'est encore là en moi cette idée-là que je suis sale et que je mérite un peu ce qui m'est arrivé, ce qui m'arrive aujourd'hui, le fait de galérer financièrement, de pas travailler, de continuer à pleurer, les insomnies, tout ça. Il y a une partie de moi qui se dit qu'elle peut s'en vouloir qu'à elle-même en fait, et que c'est de sa faute. Euh, et aussi quand je suis allée me faire soigner, parce que j'ai été hospitalisée au début de l'année pendant 2 mois et demi, parce que j'allais vraiment pas bien. La dépression était encore plus forte à ce moment-là. C'est toujours comme ça, vers les périodes de Noël, tout ça, c'est toujours les périodes où ça va pas fort. Et, euh, et donc, à ce moment-là, ouais, j'étais dans une maison de réhabilitation sociale, pour femmes qui ont vécu des violences. Et c'était... En fait, la psychiatre là-bas était terrible. Elle n'arrivait pas du tout à me comprendre. Et elle comprenait pas pourquoi j'avais une relation compliquée avec ma famille, parce que euh, j'en ai pas parlé forcément là, mais je suis bisexuelle et c'est très compliqué dans ma famille ce genre de choses. Euh, et ma mère l'a pas très bien pris, et une fois, et du coup on évite d'en parler, mais il y a une fois où elle m'a dit t'iras en enfer quoi, et en fait la psychiatre elle comprenait pas pourquoi je prenais mes distances avec ma mère suite à cette phrase là. Elle me dit mais votre mère elle essaie de vous protéger, alors pourquoi vous prenez vos distances, et je me demande mais ok d'accord. Donc avec certains psys ça a été vraiment compliqué pour se faire comprendre. Ça l'est toujours avec mon psychiatre, ça va mieux parce qu'il a demandé de l'aide à ses confrères pour essayer de me comprendre, parce que je sentais bien que il avait du mal à comprendre ce dont je parlais et à comprendre mon fonctionnement. Et même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre, mais si en plus le psychiatre n'y arrive pas, ça va être compliqué, hein. Et en fait, il a demandé à ses confrères de vraiment si j'avais vraiment un SSPT et si je souffrais vraiment de ça ou pas, parce qu'il n'était pas convaincu parce que j'avais pas tous les symptômes, soi-disant, alors que si. Et en fait, ils lui ont dit que si, et que c'était normal qu'il n'arrive pas à avoir un truc spécial, enfin un problème en particulier, parce qu'en fait, tous les problèmes sont diffus, vu qu'ils sont là depuis que je suis enfant, et que c'est normal en fait si je m'éparpille, qu'il a du mal à avoir une certaine constance dans ce que je dis, parce que
il y a plein de choses qui s'ajoutent à des drames vécus, à des... Enfin, il y a plein de choses qui s'ajoutent en fait, et c'est normal. Et, euh, et je voyais bien que ça tournait en rang avec lui, mais vu que c'est tellement compliqué en France d'avoir des soins et même de voir un psychiatre, j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir eu de la place avec lui que bon, je fais avec lui quoi. Enfin, je veux dire, déjà qu'en étant pauvre, mais par contre la psychologue, j'ai commencé les séances de MDR avec elle euh, et ça marche plutôt bien sur moi, mais ça a un coût. Après, elle fait des tarifs réduits, heureusement, et elle est géniale. Mais ça a un coût, ça me revient quand même à 80 € par mois. Quand on touche que 500 € ou 600 €, c'est beaucoup. Euh, le soin coûte tellement cher et je pense qu'aussi je fais ce témoignage-là pour peut-être mettre en avant s'il y a des personnes du gouvernement qui passaient par là. Ça m'étonnerait beaucoup, mais on sait jamais. Euh, mais enfin, en plus, ils sont en train de tout détruire en ce moment, le gouvernement, au niveau des aides sociales, l'ALD pour toutes les personnes qui ont des souffrances chroniques. C'est vraiment déplorable l'état du système de santé français, vraiment de plus en plus horrible. Et même pas que santé, en fait, c'est tout. C'est la culture aussi prend un grand coup. Et c'est vraiment très très dommage. Bon, on est dans cette situation-là et je sais que dans ce contexte-là, moi j'ai de la chance d'avoir ces personnes-là, ces soignants-là qui sont là pour m'aider et que je devrais en profiter un max. Mais il y a toujours une partie de moi qui dit que est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que cette tristesse qui est là depuis tellement longtemps, qui m'a toujours suivie, va partir? Ça, je me pose beaucoup de questions sur ça. Je me demande aussi qu'est-ce qui tient de la dépression et qu'est-ce qui tient de moi, parce que j'ai grandi avec, en fait, sans m'en rendre compte. Il y a eu plein de moments où j'étais dans des états dépressifs et je m'en suis pas rendu compte, ma famille ne s'en est pas rendu compte. Euh, et, euh, et le fait d'avoir grandi avec, c'est de se dire, mais en fait, qu'est-ce que je suis sans ça, sans ce mal-être, sans... Est-ce que... Et je pense que c'est pour ça que des fois aussi, je retarde mes soins ou je prends très mal soin de moi parce que il y a une partie de moi qui croit que je peux pas vivre sans se sentir mal, sans cette souffrance en fait. Et c'est ce qui est bien avec les thérapies, c'est qu'on moi je peux en parler à des gens et que j'essaie de me faire soigner et de changer d'état d'esprit dessus, même si c'est très compliqué. J'espère vraiment que un jour, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir témoigner sur ce podcast et que j'irai mieux je et que j'aurai plus ce sentiment-là et je vous dirai que tout est possible et que tout peut aller mieux, mais en tout cas pour l'instant c'est très compliqué et que ça a des conséquences sur mon travail, sur mes relations familiales, sur mes relations amicales, mes relations amoureuses. Parce qu'à un moment donné, je pouvais plus me voir d'homme, j'avais peur d'eux, j'étais très violente, très, pardon, pas violente forcément, mais très misandre avec les hommes. D'autant plus quand j'ai compris que j'ai exploré ma sexualité queer, j'étais d'autant plus misandre avec les hommes. Et du coup, ouais, il y a tout ça qui fait que là, actuellement, ma sexualité, j'avais mis vraiment une pause dessus. Et, euh, et maintenant, depuis quelque temps, très, très récemment, j'ai ressenti l'envie de, de coucher avec quelqu'un. Et du coup, je me suis mise sur une appli de rencontre. Et j'ai rencontré un garçon qui est super doux. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Un homme hétéro, cisgenre. Et je ne m'attendais tellement pas à ça. Et ça se passe bien entre nous. Nous ne sommes pas en couple. Mais il me traite vraiment comme une princesse. Et il est super doux. Et c'est vraiment ce dont j'ai besoin actuellement et ce dont j'avais besoin en fait depuis tout ce temps-là.
Et, et avec lui, ça se passe tellement bien que des fois, je me dis, mais c'est trop bizarre. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va arriver, qui va tout capoter comme d'habitude? J'y crois, enfin, c'est très bizarre à dire, mais oui, enfin, à chaque fois, il y a toujours ce doute-là de, bah oui, mais c'est trop beau pour être vrai, aussi bien ça va s'arrêter d'un seul coup, et je vais encore souffrir, et on sait bien où il va encore arriver ce qui est arrivé, je sais pas savoir dire non, et ça a mis du temps avant que je recouche avec quelqu'un quand j'ai pris conscience de toutes les violences que j'avais vécues. Ça a mis au moins 3 ans. Donc prenez votre temps. Peut-être que c'est ça que je finirai par dire. Prenez votre temps, en fait. Des fois, c'est juste que vous avez besoin de temps et c'est ok. Et ce que je souhaite passer comme message aux personnes qui m'écoutent, c'est si vous rencontrez dit ou si vous voyez qui c'est, faites attention à vous et, et protégez-vous toujours. Et, et peut-être, si vous avez les moyens, de voir des psys et des psychologues, des psychiatres, faites-le. Ça va vraiment vous aider. Et soyez honnête sur votre guérison ou sur comment vous vous sentez aussi avec vous-même. Parce qu'il y aura bien des fois où ça n'ira pas du tout. Et faire semblant que ça va, ça aide jamais vraiment, en fait. On se sent encore plus mal. Et que c'est ok. Si vous travaillez pas pendant un moment à cause de ça, c'est ok, ça va revenir peut-être le moment où vous vous sentirez mieux, où vous aurez envie de travailler, où vous vous sentirez la force de reprendre le travail, d'être dans un emploi. Et moi j'y crois parce que là en ce moment ça revient et je me sens un peu mieux sur ça, même s'il faut que je règle l'histoire du sommeil. Mais voilà, j'ai envie de rebondir et d'avancer parce que j'avais vraiment l'impression de stagner. Et c'est ok de stagner, mais dites-vous que ça va pas durer toute votre vie. En tout cas, je vous le souhaite pas. Et que vous avez la force en vous d'aller mieux. Et, et il suffit de demander de l'aide parfois, ce qui est très compliqué. Et d'avouer, d'avouer ce dont on a honte. Et que c'est ok d'avoir honte en fait. Et que c'est pas parce qu'on a honte de quelque chose et qu'on pense qu'on est responsable de la chose que c'est forcément vrai et que des fois on se met beaucoup de barrières toute seule dans notre coin et qu'en fait en parlant avec les autres, on se rend compte qu'en fait c'était pas notre faute ou que que c'est différent de ce que l'on pensait et que c'est toujours bien d'avoir aussi l'avis de soignants ou d'avoir des vrais amis sur qui compter, qui vous écoutent, qui vous entendent, d'avoir une famille qu'on se crée et qui est là pour vous. Moi, c'est ce que j'ai actuellement. C'est très compliqué pour eux aussi parce que souvent je les évite ou des fois je sors pas ou je décline à la dernière minute pour sortir. Mais c'est comme ça et c'est ok, ils savent et ils comprennent et je vous souhaite vraiment de tomber sur des personnes comme ça et, et d'apprendre à dire non, de participer à des stages d'autodéfense féministe aussi, ça peut aider. Et, ouais, de prendre le temps pour vous et vous faire confiance, même si c'est super difficile ça. Et que j'espère vraiment que les choses vont aller mieux pour nous toutes. Et j'espère que mon témoignage vous apportera un peu une vision d'une fille qui ne se trouve pas légitime à parler à être une victime en fait, mais qu'il est aussi dans un sens quoi. Bref, voilà, je remercie Roman de sa confiance et de m'avoir laissé m'exprimer sur ce sujet-là. Et je vous souhaite à tous le meilleur, vraiment.
Vous venez d'entendre le témoignage de Flamme, et à mon sens, il est important de rappeler qu'elle n'a rien cherché, rien provoqué, rien accepté qui puisse justifier les violences qu'elle a subies. Même si à ce moment-là de sa vie, elle avait la volonté d'être sugar baby, ça ne change rien, absolument rien. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cadre, un être humain ne pénètre pas quelqu'un sans son consentement. Point final. Flamme n'est responsable de rien. Ce qui s'est passé n'est pas le résultat d'un choix ou d'une certaine naïveté. Elle a été prise par surprise, n'a rien pu faire pour se défendre, et tout dans le rapport de force joué contre elle. La responsabilité appartient uniquement à l'homme qui a profité de sa vulnérabilité, de son âge, de sa précarité et du pouvoir évident qu'il avait sur elle. Le récit de Flamme est légitime, cohérent et solide. Elle a fait du mieux qu'elle pouvait dans un contexte où elle n'avait ni sécurité, ni soutien, ni marge de manœuvre. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on lui envoie toute la douceur qu'elle aurait dû recevoir depuis longtemps. Qu'elle sache qu'elle n'a rien apporté seule, qu'elle n'a jamais mérité ce qu'on lui a fait, qu'elle n'est pas une mauvaise victime et qu'elle est même entièrement légitime. Alors Flamme, sache que t'es pas toute seule et qu'on te croit. Merci infiniment pour ta confiance. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.